Grazie Maria Grazia, grazie a tutti. Mi dispiace di non parlare italiano, parlo molto male italiano, capisco un poco, forse la prossima volta. Je vais donc continuer en français en remerciant les organisateurs de ce colloque, notamment Michelina Borsari et tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce festival de philosophie. C'est un plaisir et un honneur d'être ici à Carpi parmi vous ce soir. Alors, je vais vous parler de la philosophie du dopage. Ce thème peut vous sembler étrange. Que peut-on dire sur le dopage? On a l'impression qu'on a déjà répondu à toutes les questions. Le dopage, c'est un fléau. Il faut donc combattre ce fléau comme on a mené une lutte contre la drogue. Et c'est effectivement ce que fait l'Agence mondiale antidopage depuis sa création en 1999. Mais en fait, si on y réfléchit, la question est beaucoup plus complexe. En effet, ce combat contre le dopage repose sur une philosophie qu'on peut appeler la philosophie naturaliste. C'est une philosophie qui considère qu'il faut respecter le donné naturel. Dès lors, un athlète, lorsqu'il participe à une compétition, doit s'appuyer essentiellement sur son talent naturel. Il ne peut pas avoir recours à des produits dopants ou à des technologies dopantes. Mais il existe d'autres philosophies possibles sur cette question. Nous le verrons ensemble, une philosophie libérale ou une philosophie transhumaniste. Et deuxième problème, c'est que même si on accepte cette philosophie naturaliste qui sous-tend la lutte antidopage, cette philosophie naturaliste pose des problèmes dans son application pratique, problèmes que nous allons examiner ensemble. Alors, puisque nous sommes en Italie, à Carpi, je vais vous proposer une citation d'un sportif que vous connaissez bien. Il s'agit de Gino Bartali, cycliste qui gagne le Tour de France dans les années 30 et puis une nouvelle fois après la guerre. Et voilà ce qu'écrit Gino Bartali dans un de ses ouvrages. Quando c'è di mezzo l'agonismo e con esso il guadagno e la gloria, è difficile accettare e fare proprio il discorso della correttezza, della lealtà, della generosità. Ce que dit ici Bartali, c'est que souvent les sportifs jouent avec les règles. C'était le cas dans les années 50, c'est évidemment toujours le cas aujourd'hui. Le dopage n'a pas toujours été interdit. Dans les années 50, la plupart des sportifs, par exemple les cyclistes, sur le Giro, sur le Tour de France, voilà une image de Fausto Coppi qui donne une bouteille d'eau à son ami et rival Gino Bartali. C'est une bouteille qui ne contient de l'eau, mais on sait, les historiens du sport l'ont expliqué, on sait que Fausto Coppi avait l'habitude de prendre des amphétamines, la bomba, en particulier lorsqu'il y avait des étapes de montagne. Et il n'était évidemment pas le seul. Tous les grands champions, la plupart des grands champions de cette époque, les adversaires de Coppi comme
Kubler, le Suisse, ou son compatriote Koblet utilisaient aussi les mêmes produits. Et cela faisait partie de la stratégie de la course. Bartali, dans sa biographie, explique qu'il avait l'habitude d'aller dans la chambre de photocopie pour fouiller les poubelles, pour voir s'il n'y avait pas des fioles ou des flacons contenant des produits illicites. Et de la même façon, les grégaries de copie, ses coéquipiers, regardaient les yeux de Koblet pour voir s'il avait ou non pris des amphétamines. Ça faisait partie de la stratégie de la course. À l'époque donc, le dopage n'était pas vraiment un problème, il n'était pas interdit de prendre les amphétamines. Les premières interdictions relatives au dopage, les premières lois antidoping datent de la fin des années 60. C'est notamment la mort de Tom Simpson dans le Ventoux sur le Tour de France qui a incité les autorités sportives à légiférer. Donc, fin des années 60, on instaure les premiers tests antidopage. Et d'ailleurs, moi qui suis belge et qui malheureusement ai amené la pluie ce soir, il y a un exemple qui a beaucoup marqué les Belges, c'est la disqualification d'Eddy Merckx dans le Giro d'Italie en 1968. Mais disons qu'à cette époque, on ne prenait pas ces tests antidopage très au sérieux. Il faudra attendre les années 80 pour qu'éclate le premier scandale lié à la prise de produits dopants. Alors ceux qui ont mon âge reconnaissent les protagonistes de cette image. Il s'agit de la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques. Et vous voyez à gauche, lever fièrement le bras, Ben Johnson, le sportif canadien qui vient de battre son grand rival, l'Américain Carl Lewis. Alors, après la course, donc il est très heureux d'avoir gagné, il a aussi battu le record du monde. Et un journaliste l'interview, lui demande Ben Johnson, félicitations, mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est d'avoir battu le record du monde ou est-ce que c'est d'avoir gagné la médaille d'or? Et Ben Johnson répond, mais pour moi le plus important c'est la médaille d'or, parce que au moins cette médaille d'or on ne pourra pas me l'enlever. Alors vous connaissez la suite de l'histoire probablement. 2 jours plus tard, Ben Johnson va être disqualifié pour dopage. Il avait pris du stanozolol, un stéroïde anabolisant, comme en prenaient la plupart des athlètes à cette époque. Voilà les 8 participants à la finale du 100 mètres. En rouge les athlètes qui ont été contrôlés positifs lors de leur carrière. On voit que tous les athlètes, sauf 2, ont été contrôlés positifs à un moment ou à un autre. Alors, en fait, pourquoi pense-t-on que le dopage, ce n'est pas bien? Si je vous pose la question, pourquoi ce n'est pas bien de se doper? Vous allez probablement me répondre parce que c'est tricher, ou encore parce que ce n'est pas bon pour la santé, ou encore parce que on ne respecte pas l'équité sportive.
Charlie Francis était le coach de Ben Johnson et il a écrit un ouvrage autobiographique qui s'appelle Speed Trap, le piège de la vitesse, si vous voulez, qui raconte toute son aventure avec Ben Johnson et ses athlètes. Et dans cet ouvrage, il évoque évidemment l'affaire de dopage. Et il répond par exemple à l'argument que le dopage c'est dangereux pour la santé. Il dit c'est vrai, le dopage ça peut être dangereux pour la santé, mais on autorise des athlètes à pratiquer la boxe ou la descente à ski ou la Formule 1 et ça ne semble pas poser de problème. Et en fin de compte, quand on pose la question « Pourquoi êtes-vous contre le dopage ?», la réponse est simplement parce que ce n'est pas bien. Parce que, consciemment ou inconsciemment, vous défendez une position naturaliste qui considère que la performance sportive doit reposer sur le talent naturel. Alors, évidemment, en arrière-fond de ce débat sur le dopage, il y a tout le débat philosophique sur l'amélioration de l'humain. Effectivement, aujourd'hui, la biomédecine peut être utilisée non seulement à des fins thérapeutiques, mais aussi lorsqu'on découvre un médicament ou une nouvelle biotechnologie, ce médicament ou cette nouvelle biotechnologie peuvent être non seulement utilisés à des fins thérapeutiques, mais aussi pour augmenter certaines fonctions physiques et mentales de l'être humain. Deux exemples pour que ce soit plus clair. Premier exemple, celui de l'érythropoïétine. Vous connaissez tous l'EPO ou érythropoïétine, mais au départ, c'est un médicament qui est utilisé pour soigner l'anémie rénale, qui est utilisé à la fin des années 80. Et très rapidement, on va utiliser le même produit pour améliorer les performances des sportifs. Alors, notamment avec le docteur Conconi en Italie. Deuxième exemple, qui nous rapproche encore davantage de la question de l'augmentation de l'humain, puisque, encore une fois, le sport n'est qu'un exemple de ce débat plus large sur l'amélioration. On peut améliorer les fonctions cognitives, on va pouvoir sans doute ralentir le vieillissement, on va sans doute pouvoir aussi modifier le génome de nos futurs enfants. Donc ce sont des débats très importants, et ici je ne parle que de la question de l'amélioration dans le domaine sportif. Donc, deuxième exemple pour vous montrer qu'on peut aussi modifier en profondeur la structure biologique de l'être humain, y compris celle du sportif. C'est un exemple lié à la thérapie génique. Aux États-Unis, un scientifique qui s'appelle Lee Sweeney a entamé des recherches pour injecter de l'ADN qui code pour un facteur de croissance qui s'appelle l'IGF-1, et il injecte cet ADN dans les cellules musculaires. Et l'objectif au départ, c'est de soigner des personnes qui souffrent de dystrophie musculaire, qui ont une maladie musculaire. Et il obtient un certain succès. Mais évidemment, quand il publie ses résultats dans des revues médicales, il reçoit des coups de téléphone de sportifs ou d'entraîneurs qui veulent utiliser sa nouvelle technologie pour se doper. Donc encore une fois, passage du thérapeutique au mélioratif.
C'est ce que condamne Michael Sandel dans son ouvrage intitulé The Case Against Perfection. Et Michelina Borsari m'a demandé de ne pas mettre trop de texte sur l'écran. J'ai essayé d'obéir, c'est la seule exception parce que c'est un texte qui définit ce qu'est la philosophie naturaliste. Donc, Michael Sandel est un grand philosophe américain. Il écrit des ouvrages de philosophie. Politique. Il a aussi été membre du comité américain de bioéthique. Il a d'ailleurs remis un avis sur les problèmes philosophiques liés à l'augmentation de l'humain. Et voilà comment Michael Sandel explique ce qu'est la philosophie naturaliste. Je cite, le problème principal avec l'amélioration et l'ingénierie génétique, c'est qu'elle représente un type d'hyperagentivité. Une aspiration prométhéenne à refaire la nature, y compris la nature humaine, pour servir nos objectifs et satisfaire nos désirs. Et donc, ce qu'explique ici Michael Sandel, c'est que avec la médecine contemporaine, on va pouvoir l'utiliser pour modifier l'être humain, pour essayer d'améliorer les fonctions physiques et mentales de l'être humain. Et cela, Michael Sandel considère que c'est de la démesure. Les Grecs utilisaient l'expression hubris, démesure. Utiliser la médecine à des fins non thérapeutiques, c'est pour Michael Sandel de la démesure. Je poursuis la citation. Ce que cette maîtrise rate et peut même détruire, c'est une appréciation du caractère donné des pouvoirs et des réalisations humaines. Et voilà la dernière phrase qui définit la philosophie naturaliste. Le vrai problème avec les athlètes génétiquement modifiés ou les athlètes qui se dopent, c'est que cela corrompt la compétition athlétique en tant qu'activité humaine qui honore la culture et la démonstration des talents naturels. Donc, encore une fois, la compétition est là pour mettre en valeur les talents naturels. C'est cela la philosophie naturaliste, et c'est cette philosophie naturaliste qui est la base de la lutte antidopage. Alors, on a eu un renouvellement de la question du dopage pour deux raisons. Le premier, c'est le renforcement de la lutte antidopage en 1999 avec la création de l'Agence mondiale antidopage. Et la deuxième raison, c'est cette émergence de la médecine d'amélioration. Et donc, le débat philosophique autour de la question du dopage est le même que celui qui a lieu dans le domaine de l'amélioration. Et on sait que, évidemment, la philosophie naturaliste sur ce thème de l'amélioration n'est pas la seule philosophie possible. Il existe par exemple une philosophie libérale, celle de John Stuart Mill, qui considère que quand on ne cause pas de tort à autrui, il n'y a pas de problème moral. Et donc cette philosophie libérale est en principe ouverte au dopage. Et à l'extrême, vous avez
la philosophie transhumaniste. Vous avez certainement déjà entendu parler du transhumanisme, qui est un courant philosophique que je ne défends pas du tout, mais qui existe et qui considère qu'il faut utiliser toutes les technologies possibles pour augmenter l'humain. Et donc, évidemment, la philosophie libérale ou la philosophie transhumaniste sont des philosophies qui sont ouvertes à la question du dopage. Donc, premier point que je voudrais préciser, la philosophie naturaliste n'est pas la seule philosophie possible sur cette question du dopage. Mais même si on accepte la philosophie naturaliste de l'AMA, cette philosophie pose des problèmes dans la pratique, dans la mesure où l'Agence mondiale antidopage est incapable de faire respecter ces règles, ce qui pose un certain nombre d'effets pervers que je vais préciser. Donc encore une fois, l'Agence mondiale antidopage a été créée en 1999, un an après l'affaire Festina sur le Tour de France, l'année où Pantani est disqualifié du Giro d'Italia, l'année aussi où, peut-être pour célébrer la création de l'Agence mondiale antidopage, Lance Armstrong gagne son premier Tour de France. Alors, je voudrais examiner avec vous les valeurs qui sont en jeu dans cette question du dopage et les valeurs qui sont défendues par l'Agence mondiale antidopage et qu'on peut défendre aussi avec d'autres types de philosophies. Alors, les valeurs en jeu, c'est tout d'abord l'équité sportive. Il faut que les athlètes puissent concourir sur un pied d'égalité. Le deuxième problème fondamental, la deuxième valeur fondamentale, c'est évidemment la santé des athlètes. Et il faut aussi maintenir l'intérêt de la compétition sportive. Si on met des moteurs dans le vélo des cyclistes, la compétition n'a évidemment plus aucun intérêt. Dès lors, une politique du sport devrait maximiser l'équité sportive, minimiser les risques pour la santé et enfin maintenir l'intérêt du sport de compétition. Alors le problème c'est que les objectifs de l'AMA, maximiser l'équité sportive et minimiser les risques pour la santé, je pense que l'AMA n'y parvient pas. Donc, on peut considérer la création de l'AMA comme une expérimentation sociétale de grande échelle qui dure maintenant depuis plus de 15 ans et on peut donc évaluer l'efficacité de son action. D'abord, sur le thème de l'équité sportive. Donc, permettre aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce que à chaque fois qu'on découvre un nouveau test de détection antidopage,
les athlètes changent de stratégie. Je vais donner deux exemples. Sur le Tour de France, dans les années 90, pratiquement tous les cyclistes utilisent de l'érythropoïétine. Bjarne Riis, Ulrich Pantani, etc. Lance Armstrong gagne le Tour de France en 1999 en prenant de l'érythropoïétine. Mais un an plus tard, en 2000, un laboratoire français découvre un test qui permet de détecter l'érythropoïétine. Et donc, le docteur Ferrari qui s'occupe de Armstrong lui dit « Lance, cette année on a un problème. Tu ne peux plus prendre de l'érythropoïétine. Il faut trouver une stratégie. » Et ils reviennent à l'ancienne stratégie de la transfusion sanguine qui était déjà utilisée par les athlètes italiens et d'autres dans les années 70 et 80. Et donc, un mois avant le Tour de France, on prélève 500 millilitres du sang de Lance Armstrong, on garde précieusement la poche de sang et un jour avant l'étape de montagne, on va lui réinjecter ce sang. Taylor Hamilton, un des coéquipiers d'Armstrong, a décrit dans un livre comment ça se passait. Donc, après l'arrivée, le cycliste répond d'abord aux questions des journalistes. Il dit qu'il est évidemment contre le dopage, que ce n'est pas bien de se doper, qu'il est pour un sport pur. Et puis alors, il rejoint sa chambre d'hôtel et là, il enlève le cadre, il enlève le tableau, il accroche au clou la poche de sang et il s'injecte le sang. Il s'injecte le sang. Et après, il met l'aiguille dans une boîte de Coca-Cola qu'il écrase et qu'il met ensuite dans la poubelle. Landis, un autre coéquipier d'Armstrong, a expliqué que dans le bus de l'US Postal, les coureurs se couchaient pour recevoir les transfusions sanguines. Donc encore une fois, changement de stratégie, on passe de l'érythropoïétine à la transfusion sanguine. Et aujourd'hui, on utilise soit de nouveaux types de PO, soit des micro-injections de PO. Et il y a aussi tous les produits qui ne sont pas connus, qui sont toujours au stade expérimental, qui ne sont même pas encore commercialisés, mais qu'on trouve déjà dans le commerce clandestin. Donc les athlètes aujourd'hui utilisent des produits qui ne sont même pas encore dans le commerce et qui donc sont forcément indétectables. Et dernière chose, au-delà des médicaments, il y a aussi toutes les thérapies, toutes les technologies nouvelles, par exemple la thérapie génique. Comment faire pour contrôler un athlète qui aurait subi une thérapie génique sur ses cellules musculaires? Va-t-on faire des biopsies musculaires? Et donc, d'une certaine façon, le combat est perdu d'avance pour l'AMA et les autorités sportives. Ce qui fait que, paradoxalement, Victor Conte, le patron de Balco, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui, c'est la fameuse affaire Balco, qui est une affaire de dopage. Donc Victor Conte était le président de Balco et il distribuait des produits dopants à l'élite de l'athlétisme américain, notamment Marion Jones. Vous voyez en haut à droite Victor Conte avec
une photo de Marion Jones. Dwayne Chambers, c'est un athlète britannique qui a participé aux Jeux de Sydney en 2000 et il se demandait pourquoi il était battu par les Américains. Alors il dit peut-être un peu trop naïvement dans sa biographie que c'est parce qu'il pensait que les Américains avaient de meilleures méthodes d'entraînement. Mais en fait, ce que Conte lui explique, c'est que pour concourir sur un pied d'égalité, il faut prendre des produits dopants parce que la plupart des autres athlètes prennent aussi des produits dopants. Je cite Victor Conte. Il te trompe, Dwayne. Tu es un athlète, il te trompe, Dwayne. Tu es un athlète très talentueux. Mais tu ne concours pas sur un pied d'égalité. Le système permet aux sportifs de tricher. Et Lance Armstrong va déclarer la même chose dans son interview confession qu'il a donnée à Oprah Winfrey sur la TV américaine après qu'il ait été disqualifié de ses 7 victoires sur le Tour de France. Oprah Winfrey demande à Lance Armstrong: est-ce que tu avais l'impression de tricher en prenant ces produits dopants? Et Lance Armstrong répond: non, à l'époque, je ne voyais pas ça comme une tricherie. Une tricherie, c'est avoir un avantage sur son rival. Je ne le voyais pas de cette façon. Je le voyais comme concourir sur un pied d'égalité. Et donc, paradoxalement, les athlètes considèrent que pour concourir sur un pied d'égalité, il faut avoir recours aux produits dopants. D'ailleurs, Armstrong explique encore que pour lui, prendre des produits dopants, c'était comme gonfler ses pneus ou bien mettre de l'eau dans ses bouteilles. C'était quelque chose qu'il fallait faire impérativement. Donc, premier objectif, maximiser l'équité sportive. Cet objectif, de mon point de vue, n'est pas rempli par l'AMA. Deuxième problème, les risques pour la santé. Alors évidemment, le dopage peut être dangereux pour la santé, mais il ne l'est pas nécessairement. Si vous prenez de l'érythropoïétine sous contrôle médical en maintenant l'hématocrit, donc la concentration de globules rouges en dessous de 50%, il n'y a pas beaucoup de risques pour la santé. Et le problème principal avec l'interdiction du dopage, c'est que vous avez un dopage massif dans la clandestinité. Au début des années 2000, sur le Tour de France, plus de 90% des athlètes prenaient des produits dopants. Et pas toujours sous contrôle médical. Et donc, il y a eu des morts avec l'érythropoïétine parce qu'au début des années 90, les athlètes montaient leur hématocrit jusqu'à 60% des taux extrêmement dangereux. Donc, il n'est pas du tout évident qu'un dopage massif dans la clandestinité soit moins dangereux qu'un dopage qui serait médicalement contrôlé. Alors,
Donc le deuxième objectif de l'AMA, minimiser les risques pour la santé, à mon avis, n'est pas non plus respecté. Donc, la compétition, l'esprit du sport. Qu'est-ce que c'est l'esprit du sport de compétition? Pour l'AMA, pour l'Agence mondiale antidopage, le dopage est contraire à l'essence même de l'esprit sportif. Je pense que c'est une erreur de penser cela. Je pense que l'essence du sport de compétition, c'est de maximiser la performance sportive. Il suffit d'écouter les journalistes de la RAI ou de la TV française ou de la TV belge pendant les Jeux Olympiques. Les journalistes veulent des médailles, ils veulent des records. Il faut maximiser la performance. Et que faut-il faire pour maximiser la performance? Il faut d'abord sélectionner le diamant brut. Le diamant brut, qu'est-ce que c'est? C'est l'athlète qui est naturellement doué. Usain Bolt, Nairo Quintana, Francesco Moser, etc. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné ce diamant brut, vous lui donnez le meilleur entraîneur ou la meilleure équipe pour l'encadrer. Troisième étape, vous lui donnez le meilleur matériel sportif, le meilleur équipement. Et dans cette logique, la dernière étape, c'est de maximiser le fonctionnement du corps humain grâce à la biomédecine. Et donc, dans cet esprit, le corps humain devient un peu comme une Ferrari, ici c'est la région de Ferrari, je pense. Et donc, l'ingénieur biomédical va maximiser le fonctionnement, non pas de la machine, mais va maximiser le fonctionnement du corps humain. C'est la position que défendent un physiologiste et deux philosophes, Ben Kaiser, physiologiste suisse, Alex Moron, philosophe suisse et bioéthicien, et Andy Mia. Les trois ont écrit un article dans le Lancet, une fameuse revue médicale. Et dans cet article, ils expliquent que la science doit faire partie du sport de compétition. Ils défendent cette idée et donc ils sont également ouverts à une légalisation du dopage sous contrôle médical. Alors, on a vu que les deux objectifs majeurs, maximiser l'équité sportive, minimiser les risques pour la santé, de mon point de vue, ces deux objectifs ne sont pas remplis par l'AMA. Mais en plus, la politique actuelle, comme elle ne fonctionne pas, provoque des effets pervers. Alors je vais simplement mentionner rapidement ces effets pervers. Il y a d'abord une atteinte à la vie privée des athlètes. Vous avez peut-être entendu parler du système de localisation Adams. Tous les athlètes professionnels doivent donner leur localisation jour après jour pour qu'on puisse venir les contrôler. Rafael Nadal, le tennisman espagnol, a dit « Je me sens comme un criminel. Je dois donner à l'AMA des informations que je ne donnerai même pas à ma maman. »
Et aujourd'hui, un certain nombre d'avocats, de juristes, attendent des actions, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme, contre ce système de localisation. Deuxième problème, et dans cette question, c'est la souffrance des sportifs qui est cruciale. Le système actuel met les sportifs dans une situation schizophrénique. Pour avoir une chance de gagner, ils doivent très souvent prendre des produits dopants. Et en même temps, ils doivent dire qu'ils sont contre le dopage, qu'ils sont pour un sport pur. Et donc, tant qu'ils gagnent des médailles et qu'il n'est pas contrôlé positif, l'athlète est un héros. Marco Pantani, ou Marion Jones, ou Lance Armstrong, tous des héros. Et puis, un contrôle positif ou une enquête, des dénonciations, et tout bascule. Et leur vie devient un cauchemar. Vous connaissez l'histoire et la fin tragique de Marco Pantani. On ne peut évidemment pas expliquer avec un seul facteur la cause d'un suicide, mais on peut certainement penser que la lutte antidopage et la chasse aux sorcières dont a été victime Pantani a contribué à sa mort tragique. Troisième effet pervers, qui semble moins important, mais qui remet en question toute la valeur du sport de compétition, c'est la réécriture continuelle de l'histoire du sport. À l'époque de l'URSS sous Staline, Staline avait l'habitude de faire effacer sur la photo les visages de ceux qui l'avaient fait assassiner. Dans le domaine du sport, on efface au fur et à mesure les palmarès sportifs. L'image n'est pas très claire, mais vous imaginez Lance Armstrong dans le salon de sa villa au Texas, et ce n'est peut-être pas du très bon goût, mais il a mis dans son salon ses 7 maillots jaunes. Et depuis, il a été déclassé, et donc, dans le palmarès du Tour de France, entre 1999 et 2005, le palmarès est vierge. Il n'y a pas de vainqueur. C'est comme si toutes ces éditions du Tour de France n'avaient pas existé. Lance Armstrong dit, quand on regarde le palmarès du Tour de France, il y a 3 vides correspondant aux 3 guerres. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et ce qu'il appelle la guerre contre Armstrong. Ce qui est grave du point de vue de l'équité sportive, c'est que personne, on n'est pas réattribué la victoire. Ça veut dire que soit tous les athlètes se dopaient, donc échec majeur pour l'AMA, ou alors l'un ou l'autre cycliste ne prenait pas de produits dopants, mais on est incapable de les identifier. Dernier effet pervers, le sentiment de suspicion généralisée entraîné par cette politique antidopage. Et donc, c'est un système où tout le monde perd. Évidemment, les athlètes qui se dopent, parce qu'ils sont soumis à des pressions énormes. Mais aussi principalement les athlètes qui ne se dopent pas. Parce que soit le plus fréquemment,
ils ne parviennent pas à gagner contre des athlètes dopés, mais quand exceptionnellement ils sont tellement doués et qu'ils parviennent à l'emporter, alors tout le monde met en doute leur crédibilité. Sur la photo, vous voyez Chris Froome qui est le vainqueur du Tour de France 2015 et 2016. Ce sont des images de 2015. Chris Froome n'a jamais été contrôlé positif. On n'a aucune raison objective de penser qu'il se dope. Mais en 2015, il y a eu toute une série d'articles dans le journal Le Monde, le journal français, pour critiquer Chris Froome. Et sur la route du Tour de France, vous voyez à gauche, c'est un spectateur qui crache sur Chris Froome. Il crache sur un cycliste qu'il pense être dopé. Et à droite, l'image, vous voyez l'homme en bleu qui est au-dessus du casque de Chris Froome et lui fait un bras d'honneur. Donc, suspicion généralisée. Deuxième exemple, encore plus récent, aux Jeux Olympiques de Rio cette année, une Éthiopienne, Ayana Almaz, remporte le 10 000 mètres en pulvérisant le record du monde de 14 secondes. Un record qui appartenait à une athlète chinoise, elle-même suspectée de dopage. Personne ne sait si Almaz se dope ou pas. Mais directement, les journalistes se demandent, faut-il croire à cette performance? Et donc, la lutte antidopage entraîne une suspicion généralisée. Même les athlètes les plus doués, celui qui aujourd'hui représente la pureté dans le sport, Usain Bolt, il n'a jamais été contrôlé positif. Et sans doute qu'il n'est pas dopé, mais son record du monde en 2008 est de 9 secondes 56, alors que tous les athlètes dopés n'ont jamais fait mieux que 9,70. Alors, sans doute que Usain Bolt est un athlète très doué naturellement, mais la suspicion est automatique quand on réalise une performance exceptionnelle. Il est temps d'arriver à la conclusion. Donc je pense que l'application de cette philosophie naturaliste, que l'application de la lutte antidopage ne fonctionnera jamais pour les raisons que j'ai expliquées. Mais imaginons que ça fonctionne. Alors, que va-t-on mettre en valeur si ce système fonctionne? Si on permet aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité sans prendre des produits dopants, celui qui va gagner, c'est celui qui a le plus de talent naturel. Et donc, ce système met en valeur les inégalités naturelles. Veut-on vraiment un sport de compétition mettant en valeur les inégalités naturelles? Je pose simplement la question, je n'ai pas de réponse. Alors cette philosophie naturaliste devient très souvent une religion naturaliste. Et dans cette religion naturaliste, le dopage est considéré comme un péché. Et d'ailleurs, les autorités sportives, par exemple Travis Tygart, qui est le président de l'USADA, l'agence antidopage américaine, celui qui a mis fin à la carrière d'Armstrong,
Il dit il faut encourager les coureurs à se confesser et à donner des détails sur leur pratique du dopage. Donc on veut des confessions. C'est comme John Fay, ancien président de l'AMA. Il a dit que voir Tyler Hamilton, le coéquipier d'Armstrong, se confesser, a restauré sa foi dans la nature humaine. Conclusion. Donc évidemment, c'est un problème très complexe et je n'ai pas vraiment de solution à proposer parce que je pense que c'est un problème sans bonne solution. Disons simplement, je pense que cette lutte actuelle de l'antidopage conduit à des conséquences absurdes et qu'il faudrait donc repenser tout à fait la lutte contre le dopage en impliquant les sportifs parce que ce sont les sportifs qui souffrent le plus de cette politique antidopage qui ne fonctionne pas. Et on peut imaginer qu'un jour, de la même façon que l'amateurisme était une idéologie qui a été défendue jusque dans les années 80, Guy Dru, l'athlète français, a encore été déclassé parce qu'il avait gagné des sommes d'argent qui nous semblent dérisoires aujourd'hui. À l'époque, c'était l'argent donné aux sportifs qui était sale. Aujourd'hui, ce sont les produits, les médicaments qui sont sales. Mais je pense que cette position est intenable à long terme et qu'il faudra changer radicalement de politique. Je n'ai pas de solution claire à offrir parce que la légalisation sous contrôle médical du dopage pose d'autres problèmes. Je dis simplement, ouvrons le débat parce que aujourd'hui, il y a la pensée unique sur cette question. Ce que j'ai dit aujourd'hui, un sportif ne pourrait jamais le dire. Je peux le dire parce que je suis un modeste philosophe de Bruxelles. Si j'étais un sportif et si je disais la même chose qu'aujourd'hui, ce serait directement un scandale. Les quelques athlètes qui ont remis en question le système ont été critiqués de façon majeure. Voilà, merci encore pour votre attention.